Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors au cours de cette édition de la chronique de MBT, il sera question de l'affaire Christian Folefak. Christian Folefak, c'est cet enseignant d'université qui a été interpellé par la police camerounaise et qui, si mes informations sont exactes, est en ce moment en garde à vue dans la ville de Tchang. Il est accusé d'être le suspect. En fait, il est considéré comme le suspect numéro 1 du meurtre de son épouse. Parce que d'après un rapport d'autopsie qu'il a pourtant commandé, parce que c'est lui-même qui a commandé le rapport d'autopsie, mais curieusement ce rapport d'autopsie se retrouve entre les mains de certains journalistes, de certains influenceurs sur les réseaux sociaux, et encore et toujours les mêmes influenceurs au cœur des buzz un peu bizarres sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, et d'après ce rapport d'autopsie, son épouse aurait succombé des violences conjugales dont il serait l'auteur. Vous savez, les affaires telles que l'affaire Martinez-Zogo, l'affaire Samy, l'affaire Bogdan m'ont enseigné la prudence. C'est-à-dire qu'il y a des personnes sur les réseaux sociaux là, que quand moi je les vois porter une affaire, une cause là, vraiment, moi je me mets d'abord à l'écart. J'utilise mon doute cartésien et je mets une hypothèse qui est contraire à ce qui est diffusé par ces gens-là sur les réseaux sociaux. Ça, vraiment, c'est-à-dire que pour ça, vous pouvez compter sur moi. Moi, je prends tout ce que ces gens-là publient désormais avec des pincettes. Souvenez-vous que quand l'affaire Martinez-Zogo éclate, on nous dit, oui, Amourou Belinga a éliminé physiquement Martinez-Zogo à l'immeuble Ekam. Que Amourou Belinga était sur place, il a donné des coups de pied à Martinez-Zogo et l'a mis au défi de continuer à parler de lui et blablabla et blablabla et blablabla. On a fait circuler ce mensonge-là sur les réseaux sociaux. Or, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? On constate que Martinez-Zogo n'a jamais été éliminé physiquement à l'immeuble Ekam. Donc, du moins, il n'a jamais été torturé à l'immeuble Ekam, mais plutôt à Ibogotroua. C'est du moins ce qui ressort du rapport du juge Pérenzier, qui a renvoyé les suspects, ou si vous voulez, les accusés de l'affaire Martinez-Zogo devant le tribunal militaire de Yaoundé. Dans l'affaire Samy Lenoir, qui a éclaté le 6 juillet de l'année dernière, pendant que des soupçons, de lourds soupçons, pesaient sur Karine Mongwe, c'est-à-dire que la propriétaire de la marque Karimo, comme étant la suspecte numéro 1 dans le meurtre, parce qu'il a bel et bien été tué, il a été assassiné, Samy Lenoir, dans le meurtre, disais-je, de ce web comédien camerounais-là. Les mêmes personnes sont allées fabriquer une vidéo de l'accident de Samy. Ils ont balancé ça sur les réseaux sociaux de manière à ce que l'on puisse avaler la thèse de l'accident. N'eût été mon doute cartésien, n'eût été mon doute cartésien, je n'aurais jamais eu de réflexe de contacter le commissaire Fouchivé. Vous avez tous suivi son interview ici, sur cette même chaîne, où il vous dit que voilà, que Karim Mungwe s'est rendu à la Beige Bank en compagnie de ses hommes, c'est-à-dire que de ses policiers, les policiers qu'il a mis à sa disposition, afin d'obtenir la vidéo émanant des caméras de vidéosurveillance de la banque. Et quand je lui pose la question de savoir que la vidéo que nous avons tous vue montre un accident qui aurait eu lieu à 13h30 minutes, 38 minutes je crois,
Or, selon le rapport, le rapport de l'enquête préliminaire, c'est-à-dire que vous avez interrogé la dame qui prétendument conduisait le véhicule qui a percuté Samy. Vous avez ouvert l'audition de cette femme-là à partir de 17h et je crois 3 minutes. Entre 13h38 et 17h11, c'était 17h11. Entre 13h38 et 17h11, qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Est-ce qu'elle est repartie d'abord chez elle avant de revenir à la police pour se faire entendre? C'est la question que j'ai posée au commissaire Fauchevet. Bon, il a commencé à balbutier. Et les réponses qu'il m'a données ce jour-là amèneraient tout esprit doté de bon sens à jeter davantage de doutes sur l'authenticité de cette vidéo. Aussi simple que ça. Et aujourd'hui, les mêmes personnes, c'est-à-dire qui sont à l'origine de certains buzz sur les réseaux sociaux, nous ont dit que non, il y a un procès qui est ouvert au tribunal de première instance de Kribi et que la femme qui aurait percuté Samy Lenoir, une certaine Nana Adel, non, elle en ce moment, elle est devant les tribunaux, elle est jugée, etc., etc. Depuis là, où en est cette affaire-là? Où en est l'affaire? Cette affaire a été classée sans suite. Ça veut tout simplement dire que cette Nana Adel n'a jamais existé. C'est une histoire qu'on a juste fabriquée comme ça. Et quand vous regardez même cette vidéo-là, de l'accident présumé de Samy Lenoir, quand vous êtes chauffeur et que vous voyez un obstacle humain devant vous, le tout premier réflexe, c'est-à-dire que même si vous regardiez ailleurs en conduisant, le tout premier réflexe c'est de freiner. Or, dans cette vidéo-là, on voit le véhicule percuter Samy et continuer son chemin comme s'il n'avait pas de chauffeur. Ça veut dire que cette vidéo-là est fausse. Et on a voulu nous imposer ça. Cette thèse de l'accident-là. Sur la base de cette vidéo-là. On a voulu nous imposer ça. Dans l'affaire Hervé Bobda, on nous a matraqué sur la conscience. Les mêmes, que oui, Hervé Bobda, ouais, ceci, cela. Oh, il fait ceci aux femmes. Oh, vraiment, c'est un monstre, ceci, cela. Ouais, il faut l'arrêter. Depuis qu'on l'a arrêté là, ces personnes qui sont venues avec ce buzz-là sur Facebook en parlent encore. Non, elles sont passées à autre chose. Personne ne cherche à savoir ce que devient cette affaire-là. Or, après avoir investigué, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que, en réalité, il s'agit d'un règlement de compte au sein de la famille parce que le Hervé Bobda, Edmond, son petit frère, qui est le successeur, du moins du côté sur le plan traditionnel, quoi. Donc après le décès de son papa, Emmanuel Fodo Bobda, c'est Edmond Bobda qu'on a arrêté comme successeur. Donc il se dispute donc le contrôle des biens, c'est-à-dire que les biens de l'empire financier légué par leur père avec Hervé Bobda. Alors c'est lui qui a donc monté toutes ces fausses histoires-là. Oui, Hervé Bobda m'a fait ceci, m'a séquestré, machin. C'est Edmond Bobda qui a monté ça. De manière à ce que cela serve de prétexte pour arrêter son frère. Et puis il héritera le contrôle du patrimoine familial qu'il va brader à Wantoussi entre le sien. Voilà la vraie version de l'affaire Bobda. Ça n'a rien à voir avec les histoires des sangs, des Nzoté, tout ça. Ça n'a absolument rien à voir avec ça. Et les mêmes personnes reviennent encore nous dire que non, le docteur Foulefak a porté main sur sa femme au point où elle en est morte. On l'a arrêté pour ça. Vous voulez que moi, je croie à ces personnes-là? Vous voulez que je donne du crédit à ce que ces personnes-là disent? Jamais. Il n'en est pas question. Et en plus, c'est vraiment bizarre, puisque la femme du docteur Foulefak est morte quand? Elle est morte le 14 avril. Et c'est c'est-à-dire que c'est un mois après.
C'est un mois après qu'on vient vous dire que non, vraiment comme vous voyez là, le docteur Foulefak a porté main sur sa femme. Après, un mois après, il a seulement fait comment? En cachette. Quand il y a une scène, c'est-à-dire qu'une bagarre entre un couple, ça se passe quand même au vu et au su de tout le monde. Ça se passe au vu et au su de tout le monde. Alors, si elle est décédée le 14 avril des suites des blessures qu'elle aurait contractées suite aux bastonnades que lui infligeait son mari, alors ça ne peut pas passer inaperçu. Ce n'est pas après un mois que cette version doit surgir de nulle part. Non. Ça cache justement quelque chose de louche. Voilà pourquoi moi j'estime qu'il faut creuser davantage dans cette affaire-là. Et je suis sûr et certain qu'on va trouver qu'il y a un règlement de compte purement politique derrière cette histoire-là. Il faut qu'on arrête de prendre les Camerounais pour des cons, pour des imbéciles. Il faut qu'on arrête de manipuler les Camerounais. Et surtout que ce Christian Foulefak là, en 2018, la DGRE l'a inscrit sur la liste des personnes à surveiller spécialement. Mon nom figure sur cette... Voici la liste là ici. Hein. Là voici. Là voici que je vous présente. Et voilà le nom de Christian Foulefak là, qui est entouré en bleu. Voilà ça. La fiche spéciale des personnes à surveiller spécialement. Je fais mon nom figure. Voilà mon nom qui est là. Voilà mon nom, voilà le nom de Christian Foulefak. Donc tout ce qui se passe là, il n'y a aucun hasard dedans. Aucun. Ça cache des règlements de compte purement politiques. Aussi simple que ça. En tout cas, sous réserve de l'enquête que moi-même je vais ouvrir. C'est ce que je pense. C'est-à-dire que d'entrée de jeu, c'est ce que moi je pense. Que ça, l'affaire là, elle est très très louche. Mais alors, très louche. Et je ne prendrai pas tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux par les mêmes personnes pour argent comptant. Ah, ça ne comptez pas sur moi. Mais alors, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi cette vidéo. Partagez-la au maximum. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.